Voilà. Bon, ben, écoute, merci de l'introduction. Merci de l'accueil de la jeune chambre. Stéphane Salord, donc coprésident et cofondateur aussi d'Arc Fleuve Vivant. Donc, c'est une association qu'on a créée avec un petit collectif d'amis il y a 1 an et demi maintenant. Et qui a pour but la défense, pour avancer, comment on fait d'ailleurs, la défense de la biodiversité du Pays d'Aix et de l'Arc, pour plein de raisons. D'abord, l'Arc est un fleuve, et pas une rivière. Alors, vous le connaissez ou non, l'Arc? J'imagine que vous êtes passé un peu à côté déjà, non? Oui? Non? Alors oui, mais tu sais pas que c'est lui. Bon, c'est un fleuve qui est effectivement assez discret parce qu'il peut avoir une centaine de mètres de large, mais la plupart du temps, il a 3 mètres, 4 mètres de large. Il a un débit qui est relativement limité, c'est ce qu'on appelle un fleuve provençal. Un fleuve provençal, c'est un fleuve où soit il est sec, il n'y a pas beaucoup d'eau, soit il peut tout emporter. C'est-à-dire qu'il peut vraiment se mettre en régime de crue. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à l'adopter? Parce qu'on a trouvé qu'il était le vrai symbole des questions climatiques en Pays d'Aix. Et qu'ici à Aix, on se sent un peu protégé de tout. Et qu'en fait, non seulement on est protégé de rien, mais on est doté d'outils économiques et environnementaux super importants sur lesquels on est assis et sur lesquels on ne fait pas attention. Et l'Arc fait partie de ces grands présents devenus discrets parce que l'urbanisation, elle a étouffé, l'a écrasé. On a construit de plus en plus près de ses rives, on a fait nos zones d'activité assez proches de lui, pas pied dans l'eau bien sûr, en tout cas le moins possible, mais il participe surtout à l'équilibre climatique de notre territoire. Le territoire du Pays d'Aix est tempéré par la présence de l'Arc. Or, si l'Arc est altéré, c'est nos modes de vie qui vont se transformer. Donc notre biodiversité et bien sûr également l'ensemble de la disparition des zones humides qui nous fournissent toute la richesse végétale qui nous permet d'entretenir un tissu agricole. Vous voyez, on peut tirer la pelote comme ça sur l'Arc et dérouler des choses qui sont assez essentielles sans le savoir. Moi, je ne suis pas écologue. Je suis plutôt économiste et politologue de formation. Moi, je suis un Sciences Po, je suis un entrepreneur. Mais depuis quelques années, j'ai compris que ceux qui se posaient encore la question de savoir s'il y avait un changement climatique, ils pourront se la poser encore longtemps s'ils veulent. Mais la question, elle est tranchée. Ceux qui se posent la question de savoir si les humains en sont la cause ou non, j'allais dire, c'est à chacun de voir son niveau de responsabilité. Beaucoup s'en émancipent, mais on voit quand même parfaitement que énormément d'activités humaines ont des conséquences très négatives sur l'environnement. La première chose à vous dire, c'est qu'on ne peut pas être soi-même en bonne santé si on vit dans une nature qui est attaquée. Voilà, ça c'est un truc. Alors ça paraît bête, c'est idiot quand même. Je veux dire, ça paraît évident à tout le monde, mais dans la vie quotidienne, c'est pas évident. On voit des bâtiments pousser non loin de grands centres industriels. On voit des gens vivre à côté de certaines décharges. On voit des grands immeubles à côté des autoroutes, avec bien sûr dans ces endroits-là des indices de cancer, de maladies respiratoires plus importants que le reste de la population. Vous vous rendez compte de cette injustice? Enfin, je sais pas. J'enfonce des portes ouvertes. Vous êtes peut-être des gens très conscients de ça, mais je trouve que notre société s'est énormément habitué à l'injustice climatique et l'injustice environnementale. Et qu'aujourd'hui, il faut reposer les choses et dire que la nature est un bien commun, c'est un patrimoine qui nous appartient parce que, on en fait partie intégrante, on est dedans et on ne la domine pas. On peut lui faire du mal, on lui fait du mal, mais on ne la domine pas. Et la deuxième chose, c'est que dans le paradigme actuel et dans la situation des choses telle qu'elle est, on est aujourd'hui sur une absolue nécessaire prise de conscience collective de toutes les manières dont on peut agir localement avec un impact direct dans notre environnement et nos modes de vie. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de climatologie internationale, c'est pas du tout mon but. Et puis il y a des gros webinaires avec des grands scientifiques qui vous parlent de l'évolution de la Terre.
Moi, l'évolution de la Terre, elle s'arrête à l'Arc parce que finalement, en miniature, notre territoire, il est significatif de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on peut faire. Cette photo est intéressante. Vous reconnaissez ou non? Ouais. L'Arc se jette dans l'étang de Berre. Il naît au bout de Saint-Maximin, quasiment à Pourcieux. Il n'a pas de source résurgente. Il est un fleuve collinaire qui se met à respirer à son origine quand il se met à pleuvoir sur les monts Auréliens, donc vers le Var, là-bas, hein, à Saint-Maximin. Et là, vous avez des concentrations d'eau. Et après, vous avez tout de suite, comme un réseau sanguin, tous ces affluents qui le rejoignent. Il fait que 90 km, mais il a 1000 km d'affluents qui se jettent tous dedans, parce qu'en fait, il a creusé son sillon historique, il y a des millions d'années, à la fin de la grande période glaciaire, avec des quantités d'eau considérables qui ont créé le paysage provençal, y compris la coupe de la montagne Sainte-Victoire, les monts Auréliens eux-mêmes, tous nos vallons, nos montagnes que vous avez. Ça, c'est vraiment à la fonte des glaces que ça s'est fait. Et l'héritier de la fonte des glaces, ben, c'est l'Arc. Voilà, c'est-à-dire, c'est la plus petite partie du sillon de creusement des grandes érosions de la fin de l'ère glaciaire. Donc, c'est un héritier quand même intéressant parce que, c'est un héritage, pardon, intéressant. Vous voyez bien que c'est un grand ancêtre. Et que vous comprenez, du coup, que c'est lui qui a créé non seulement nos paysages, mais la structure géomorphologique dans laquelle nous sommes. Si on fait de l'agriculture dans la plaine de l'Arc, c'est pas parce qu'il y a de l'eau, hein. Non, pas du tout ça. C'est parce que pendant des millions d'années, vous avez eu des crues géantes et que la terre y est particulièrement fertile. Si l'autoroute A9 est construite le long de l'Arc, ben c'est pas pour que les gens qui prennent l'autoroute aient accès à l'Arc, hein, on le voit pas. La 8, pardon. Autant pour moi. Pourquoi? Ben parce que vous avez là la zone la plus plane qui permettait de faire passer des trains, mon cher ami, mais également des autoroutes. Et du coup, ben voilà, l'Arc, victime de son succès, il crée des jolies plaines, donc il est utilisé pour l'agriculture. Ces plats, donc, ont construit nos villes, quasiment toutes dans le lit de l'Arc, ou alors en hauteur, pour se protéger de ces crues. Hein. Des villes comme Vintabrun, par exemple, construites assez en hauteur parce qu'on savait que l'Arc était un fleuve qui pouvait devenir très très en colère. D'accord ? Et puis nos zones d'activité, je viens de vous le dire, nos autoroutes, etc. Donc, je dirais qu'il a une utilité qui est très spécifique en termes de compréhension de l'espace. Là, effectivement, il se jette dans l'étang de Berre. Et du coup, l'étang de Berre, ici au fond, là, via Martigues, se jetant dans la mer Méditerranée, le voilà fleuve. C'est la définition. D'accord? Donc, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. Bon, une fois qu'on a vu, on peut avancer comment, là? Vas-y. Voilà, une fois qu'on a vu ça, en fleuve vivant, comprendre pour protéger. Il faut savoir expliquer des choses et resituer un peu le contexte. Le contexte aujourd'hui, dans notre région, sur les grands dossiers de développement économique et industriel, le contexte est tendu. Tendu parce qu'on n'a jamais vu arriver autant d'un coup d'énormes projets économiques qui sont particulièrement déstructurants pour le territoire. Je parle de ce mois-ci. En un seul mois, vous avez l'abandon de la zone de zéro rejet, là, les ZFE. C'est-à-dire que la carbonisation de Marseille et de la métropole va continuer à s'élever. Puisqu'on est dans un territoire où on utilise de plus en plus la voiture, le transport en commun, c'est pas top du tout. Donc ça va continuer, et en plus avec des voitures très polluantes, mais bon, je suis pas là pour commenter les choix politiques, je suis juste là pour dire que c'était pas l'endroit où il fallait que ça se passe. Parce que comme ici on a des pics de pollution à l'ozone, plus vous avez de rejets particulaires, et plus vous avez de chaleur, et plus vous grillez. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez plus sortir, quoi. Vous pouvez plus sortir un bébé dans la rue, quoi. C'est pas possible. On en est là déjà depuis quelque temps. Hein. Bon. Donc ça, première très mauvaise nouvelle de la semaine dernière. L'enquête d'utilité publique sur la ligne à très haute tension, 400 000 volts, qui va perforer toute la plaine agricole de l'Accro pour alimenter les nouvelles entreprises du bassin de Fos-sur-Mer, dont on ne sait toujours pas où on va loger les gens qui devraient venir un jour y travailler. Ah bah oui, ils ont développé des petits trucs, là, oui.
Puis c'est un programme d'État, c'est l'État qui le veut, qui le porte. Donc hier soir, il y avait 1000 personnes qui ont été manifestées leur gros mécontentement à Arles sur ce sujet, que des agriculteurs qui cultivent en plus sur un biotope complexe, qui est le biotope de la Crau, qui est un biotope protégé. Bon, là aussi, hein, ça passe, ça avance, hein, voilà. Vous avez ici à Aix les 80 hectares que veut construire la ville sur le quartier de la Constance, qui est la seule poche urbaine de biodiversité et de verdure qu'on a dans Aix. Le raser intégralement pour y construire 3500 logements concentrés, plus 70 000 m² d'activité. Le combat que je mène, je vous en parlerai si vous voulez. La Constance, c'est en bas de Vazar, entre Vazarelli et les Milles. Voilà. Bien ceinturé par la 8 à 51. Donc les gens qui vont habiter là un jour, ils vont se régaler. Et ils vont avoir les taux de pollution de l'air les plus élevés du sud de l'Europe. Voilà. Et le coin est magnifique. Merci. Vous avez également un autre projet qui est la centrale à biomasse de Gardanne, qu'on nous vend comme centrale de décarbonation pour faire de l'électricité avec des végétaux. L'enquête publique nous apprend que on va faire venir du bois qu'on va couper sur 17 départements, 450 communes du sud de la France, plus du bois importé du Brésil, toujours mélangé à du charbon, avec un rendement d'un tiers et une subvention de 800 millions d'euros de l'État. On était 500 la semaine dernière sur ça pour montrer qu'on n'était pas tout à fait d'accord non plus. Bon, voilà un peu où on en est. Dans ce contexte-là, moi je refuse l'opposition. Il y a les écolos, il y a les autres, il y a la fin du monde, il y a la fin du mois. Voilà, ça c'est un discours que je refuse complètement. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut faire des choses économiquement porteuses, utiles, sans nous pendre, parce que là le coup de la balle, on n'est plus dans la balle dans le pied avec ces projets-là. On est sur une pendaison, quoi. Je veux dire, on s'exécute publiquement. On veut liquider un certain nombre de choses dans cette région, manifestement. Donc il faut s'accrocher à des objets de territoire, comme ça, qui vont faire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si vous êtes heureux dans cette région, si vous voulez continuer d'y vivre, ou d'autres personnes, on ne soit pas entravé dans la vie quotidienne et qu'on n'ait plus ni d'eau, ni d'air, ni d'espace, ni d'oiseaux, ni d'agriculture, parce qu'après, c'est une terre brûlée, où il n'y a plus rien. Et malheureusement, le plus gros de l'impact climatique, du changement climatique actuel, va se passer en Provence, dans notre région, et particulièrement dans notre ville. Le CEREMA, très sérieux, tu peux avancer, regarde, organisme d'État, avance encore. Voilà, le CEREMA, très sérieux organisme d'État, CEREMA, a sorti ses études sur le réchauffement climatique prévisible des grandes villes françaises la semaine dernière. Aix-en-Provence est au premier rang. Ah oui, et France 2 s'en est fait d'ailleurs l'écho. C'est-à-dire c'est la ville la plus menacée pour 2 raisons. Cuvette, plus minéralité extrême des rues. Le coupage des arbres, maintenant, il est quasi permanent. Alors les arbres sont malades, hein, il faut dire la vérité. C'est pas la mairie qui s'amuse à couper les arbres. Mais attention, le fait qu'on enlève tout le couvert végétal du centre-ville vous provoque des effets de concentration de chaleur pendant les périodes les plus chaudes qui rendent la vie difficile pour les plus vulnérables et qui provoquent des problèmes liés de l'organisme, de la pensée, de la vue. Enfin, les grosses chaleurs sont déstabilisantes pour l'organisme, très déstabilisantes. Alors, ça c'est une autre question, mais c'est intéressant. Se battre pour l'eau, c'est se battre pour ça. Sur Terre, l'eau salée, c'est 97%. Donc, vous en déduisez que l'eau douce, c'est celle qu'on utilise, l'eau douce, 3%. Cette eau douce, là voilà, ces 3% sont représentés par 68% des glaciers, dont vous avez vu l'actualité récente en Suisse, avec ce glacier qui s'est affaissé et qui a quand même enfoui un village. Hein. Il a enfoui un village. Hein. Bon. Les eaux souterraines, qui sont relativement polluées maintenant en France à cause des nitrates, des lisiers. Nous, ici, elles sont polluées à cause des anciennes activités industrielles de Péchiné, par exemple. On sait qu'elles sont maintenant partiellement souillées. Bon. Les eaux gelées, on s'en fout, trop peu. Et là-dedans, les eaux douces de surface. Donc, les eaux douces de surface, on parle de l'arc, des fleuves, de tout. C'est 0,4%
de 3%. Autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est que c'est le patrimoine le plus essentiel de l'humanité qui représente une goutte d'eau dans la masse de l'eau et sur lequel, sans ça, vous n'avez pas d'irrigation, vous buvez plus, d'accord? Vous buvez plus, je ne parle même pas de laver la voiture, et que tout ce qui constitue ça, donc les eaux douces de surface, est aujourd'hui très, très, très mis à mal. On a des PFAS, on a des antibiotiques, on a des anxiolytiques dans toutes les eaux de notre pays, plus ou moins. On a aussi de l'uranium maintenant, des produits contaminés radioactifs dans tout l'ouest de la France. Une partie de la vallée du Rhône. Les microplastiques, il y en a tellement qui vous remontent au cerveau, vous en avez maintenant dans le cerveau, puisque la science a évolué, et on sait parfaitement qu'on boit des choses maintenant, y compris les eaux en bouteille, qui sont plus ou moins impures, mais qui, pour la plupart, ne sont pas pures. Ça pose un vrai problème de santé, mais maintenant, avec la microbiologie, on arrive à mieux comprendre comment fonctionne tout ça en termes de concentration et à les trouver. Fragilité des zones humides, bonsoir. Fragilité des zones humides, parce que les tourbières, les étangs, les petits lacs, tout ça a été, en 30 ans, zigouillé. On a perdu 50% des zones humides en France, en Europe et dans le monde. Partout. C'est le même tempo. Une zone humide, c'est quoi? C'est là où la conversion terre-eau se réalise. C'est là où vous avez le plus d'espèces. C'est là où vous avez à la fois l'abreuvoir et le garde-manger pour la plupart des espèces. C'est là que vous avez les biotopes les plus complexes et les plus riches. C'est là que vous avez les éléments de fertilisation de tout un territoire pour pouvoir planter. C'est les zones humides. Milieu humide. 8,5%, de 0,4%, de 3%. Et notre biodiversité, elle tient à ça, au milieu humide. Le milieu humide, c'est quoi pour un fleuve comme l'Arc? Il fait son petit train-train, l'Arc. Hein, bon. Vous avez vu autour, il y a des arbres toujours. Ça s'appelle les ripisylves. Les ripisylves, elles sont intéressantes parce qu'elles forment ce qu'on appelle des canopées. Vous avez vu? En général, les arbres au-dessus des grosses rivières ou de certains fleuves ou des petites rivières, vu de haut, il y a une rivière en dessous. Ah oui, tu la vois pas parce que les arbres se sont unifiés. Les arbres forment naturellement une corolle qui va protéger le milieu humide en dessous, protéger la quantité d'eau trimballée par le fleuve lui-même et protéger toutes les espèces qui viennent s'y reproduire, qui viennent y nicher et forment ainsi un élément de protection majeur pour les animaux et toutes les espèces contre les chaleurs les plus fortes ou les froids les plus forts aussi. Parce que quand vous êtes là aussi en dessous, vous avez une température qui est extrêmement tempérée d'un bout à l'autre de l'année. Si vous allez vous balader au bord de l'Arc, attendez dans un mois, là, quand on sera à 45 degrés dehors, là, passez sous l'Arc et vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on vous a mis un ventilateur dessus. Non, ça s'appelle une ripisylve, et elle produit cette convection de courant parce qu'elle protège de la chaleur par tout le feuillage des arbres, et elle vous permet ainsi, par filtration solaire, d'avoir accès uniquement à un air circulant ambiant. Donc c'est des principes quasiment de mécanique biologique. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Quelle identité? Ben, je vous l'ai un peu dit. Un passé glorieux, si je puis dire, géologiquement en tout cas. Et puis on arrive dans les années, on va dire, de conquête de la Provence par les Romains. Et les Romains ont compris très très vite qu'il fallait s'installer pas loin de l'eau, mais il fallait pas s'installer sur l'eau, par rapport aux fleuves, pas par rapport aux ports. Les ports, oui, mais les fleuves, non, parce qu'ils savaient que ça déborde. Et donc, quand vous vous baladez au bord de l'Arc là, vous allez trouver un certain nombre de calades, de pierres, etc., qui datent très probablement de cette époque-là. Vous allez trouver aussi des anciennes tanneries. Vous allez trouver des anciennes digues, des anciens ouvrages de détournement de l'eau pour l'agriculture.
En fait, l'eau, c'est la vie. Et avant le système Durance-Verdon, qui depuis les années 60 nous alimente, nous en Provence, nous donne de l'eau, c'est pas l'Arc qui vous file votre eau, hein, c'est Durance-Verdon, hein, qui est détourné par le canal de Marseille et le canal de Provence. Durance-Verdon nous donne l'eau dont on a besoin en quantité, mais n'oubliez pas qu'elle est liée à la fonte des glaciers. Et que la fonte des glaciers est en train de s'accélérer. Autrement dit, notre réservoir va maintenant fondre plus vite qu'il va se renouveler. Ça, le réchauffement climatique. En fait, s'il y a un truc à retenir sur le réchauffement climatique, c'est que nos glaciers vont maintenant fondre plus vite qu'ils vont se renouveler. Donc, notre stock d'eau douce, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va structurellement s'amenuiser. L'identité de l'Arc, elle est profondément enracinée dans un territoire qui ne l'a jamais vraiment célébré. La Seine-Victoire, oui. Alors là, la Seine-Victoire, elle a tous les honneurs. Elle est puissante, elle est élevée, elle est belle. Mais l'Arc, lui, il a été dilué dans la modernité. Il a servi de camp de vacances ou de Paris-Plage pour les Aixois dans les années 50-60. Après, s'est développé le tourisme de masse et on n'a plus été se baigner dans l'Arc. Et on a ensuite développé l'économie industrielle de la vallée de l'Arc et de la Provence dans les années 70-90. Et là, l'Arc a subi des pollutions très sévères. Très sévères. De rejet industriel, oui. De tout. De tout. Il y a eu pendant très longtemps toutes les eaux usées des gens qui partaient dans l'Arc. Ça finissait à l'étang de Berre. Vous avez vu l'état de l'étang de Berre. Du coup, vous avez vu l'état de la rade de Marseille. Voilà. Et ça, c'est des processus écologiques. Pour revenir en arrière, il faut 50 ans. 50 ans de travail, de dépollution, de transfert des déchets, de création des centrales d'épuration des eaux, de canalisation, de tout. 50 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, le processus de destruction de l'Arc, à défaut d'être stoppé, il s'est ralenti. Il s'est ralenti. Il s'est ralenti parce que vous avez les stations d'épuration, mais les stations d'épuration, par exemple, laissent passer les antibiotiques, les anxiolytiques et tous les PFAS et vos microfibres. Quand on met à la machine à laver, comme la France a rejeté la mise aux normes de nos machines à laver avec le filtreur de microfibres textiles, il y a 8 ans, on en apprend des choses. Hein. Eh bien, toutes les microfibres se retrouvent dans toutes les eaux douces de surface, de toute la France, de l'Europe et de la planète d'ailleurs. Hein. C'est pas spécifique à la France. Et du coup, ça revient dans votre organisme. Parce que la caractéristique des microplastiques, c'est qu'avec le temps, ils deviennent encore plus petits. Et ils se détruisent, ils se dissolvent encore plus. Ils deviennent nanoplastiques. Et aujourd'hui, ils ont infiltré complètement toute la vie biologique et animale. On en trouve dans la calotte glaciaire dans le pôle Nord, on en trouve dans les animaux d'Afrique, il y en a partout. Partout. Et donc, à partir de là, pour nous, on doit aller vers un processus régénératif, mais un processus de prise de conscience qui est lié à la question juridique de notre rapport à la nature. Vas-y, avance. Notre rapport à la nature, c'est que l'Arc est porteur en tant que tel, est un organisme vivant pour nous. Voilà. Il n'y a pas l'Arc à Aix-en-Provence, l'Arc, l'Arc à Fuveau, l'Arc à Traits, l'Arc à Rousset, l'Arc... Non, c'est quand même le même, non? Il me semble, c'est le même. Mais selon les communes, selon les plans d'urbanisme, selon la manière dont on applique le droit, on va le protéger un peu plus ici et un peu moins là. On va y faire un peu plus attention à certains moments et un peu moins à d'autres. Et, caractéristique, 80% de son cours est privé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent à côté. Et le problème du droit français, c'est que si vous êtes riverain du Rhône, vous n'aurez pas la propriété de la rive du Rhône. C'est qu'en droit français, tout ce qui n'est pas fleuve commercial, donc les gros fleuves de navigation, rentre dans la typologie privée. C'est-à-dire que si vous avez une maison au bord de l'Arc, l'Arc vous appartient jusqu'au milieu de son cours. Vous imaginez ?
Pas beau, ça? C'est extraordinaire. Bon, j'allais dire déjà, de quel droit? De quel droit? Parce que vous possédez le cours de... J'ai jamais compris pourquoi tout ça n'a pas été aboli depuis longtemps. Alors que la loi littorale est une source d'inspiration qui pourrait nous amener à revoir le droit des cours d'eau. À la loi littorale, excusez-moi, vous construisez à moins de 250 mètres, il y a les pelleteuses qui arrivent le lendemain, hein. Puis vous allez en prison. Non, mais je veux dire, la loi littorale aujourd'hui est devenue très brutale en France, et c'est très bien. Et c'est très bien, c'est pour protéger le patrimoine public, pour protéger aussi les gens de l'érosion. Si vous les laissez faire, certains ils vont éviter sur la plage. Hein. Sauf que vous avez l'érosion marine, etc. Et vous voyez actuellement toutes ces falaises en France qui s'effondrent, tous ces villages qui sont maintenant grignotés par l'érosion, parce qu'on veut être devant, on veut voir. Bon, alors la loi littorale a réagi, je dirais, assez à temps. Elle a déjà 25 ans. Hein. Mais alors, nous, on n'a jamais eu de loi littorale sur les rivières et les petits cours d'eau. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça ne met pas les gens assez en responsabilité par rapport à l'arc. Donc, dans notre association, on sensibilise aussi les gens qui habitent à côté, les riverains, les passants, sur les rares promenades publiques. Là, il y a que 11 promenades publiques le long de l'arc, hein, c'est tout. Sur 90 km, il doit y en avoir 20. Maxi. Et encore, bon. Le reste, ce sont donc des propriétaires privés qui entretiennent pas, qui font quoi avec, on ne sait pas. S'ils prennent de l'eau, on ne sait pas. S'ils saccagent, on le voit de temps en temps. Hein, on a des vues, on a nous nos sentinelles de l'arc qui sont là, qui nous disent un tel a fait ça, un tel a fait ça. Il y a des agressions qui sont faites sur les ripiciles, donc ces espaces qui sont des EBC, des espaces boisés classés. Personne ne peut toucher à une ripicile. Et quels sont les devoirs en fait de ceux-là qui... L'entretien. Ça c'est stipulé quelque part. Oui, ah oui, c'est stipulé ça, oui. Tu vas sur le site du Ménélique, le syndicat d'aménagement de l'Arc, c'est écrit. L'entretien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont l'Arc passe par chez vous ne doit nuire ni en amont ni en aval. Et que là, vous pouvez faire des trucs, mais qui ne vont gêner ni l'amont ni l'aval. Gêner l'amont, c'est quoi? C'est vous avez des gros morceaux de bois qui viennent finir par se coller les uns sur les autres, par boucher l'arc, par créer une retenue d'eau. Ça va inonder les terres en amont, et quand ça va péter, en aval, ça va tout inonder. C'est des choses qui ne sont pas rares d'arriver. Ça veut dire que tu ne dois pas polluer. Tu peux pas mettre un filet et attraper tous les poissons, enfin le peu qu'il y a, que pour toi. Il faut bien garder ça en tête. Bien sûr, mais là on est dans le pas vu pas pris. Là c'est du pas vu pas pris. Or une ripicile épaisse, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voyait pas ce qui se passe à travers. Donc on est quand même dans une période aussi où nous associatifs, on est là pour dire que ce droit doit changer. On a rejoint le mouvement international de protection des fleuves et des rivières. On a rejoint le mouvement français de demande des entités naturelles juridiques pour l'ensemble des fleuves et des rivières. On est amis avec le Parlement de Garonne, avec le Parlement du Rhône, avec SOS Durance, avec mes amis du TET là-bas dans les Pyrénées-Orientales. On est un très gros réseau aujourd'hui pour dire attention, nous ne pouvons pas sauver les eaux douces de surface en France et en Europe s'il n'y a pas un nouveau droit qui s'applique de protection générale d'un bout à l'autre, y compris en plus les affluents. Là, vous avez 10% des affluents. Hein. Vas-y, avance. Avance, encore. Voilà, les voilà tous les affluents. Vous vous rendez compte? C'est un corps. C'est un corps avec ses veines. Alors oui, si vous allez vous balader ici, là, vous allez dire, mais ce qu'il a raconté, il n'y a rien. Il y a un trou, c'est comme l'arc à sa naissance. Ça, ce sont les zones entonnoirs. Tout ce que vous voyez là, tous ces radicelles, c'est les entonnoirs. C'est là que ça commence à se remplir. Et le bout de l'entonnoir, pour créer le jet, c'est là. C'est l'arc lui-même. Après, vous avez des gros affluents, le Grand Torrent, sur l'Arbois, le Malvala, qui court des milles jusqu'à Aiguille. Vous avez la Petite Jouine, qui va tout le long du pôle d'activité, hein, qui double quasiment l'arc au pôle d'activité. Et vous voyez les panneaux sur la route. Il y a écrit des petits trucs. C'est quoi, ça?
ce sont les affluents de l'Arc. En fait, tout ce territoire, ce qu'il faut comprendre, tout ce territoire s'est ramassé et dessiné pour converger vers l'Arc. Et l'Arc est en fait la zone de recueillement de l'ensemble des écoulements d'eau de notre territoire. Et nous, on protège aussi les affluents. Alors, pourquoi on protège les affluents? Et on protège les affluents parce que nos ancêtres, il y a 100 ans, 150 ans, ils partaient pas trop en vacances, mais ils avaient beaucoup se balader dans les campagnes. Et en fait, la plupart des chemins de promenade que vous avez sont toujours le long des affluents. Parce que d'abord, c'est joli, c'est ombragé. Et la même théorie que tout à l'heure, c'est là que les chemins se sont naturellement dessinés. Mais beaucoup de gens se sont appropriés tous ces endroits, là aussi, à titre privé. Pas seulement donc sur le lit principal, mais aussi ailleurs. Et donc vous êtes dans une campagne qui peut être aussi cloisonnée, fermée, à la promenade ou autre. Alors que sur le plan du droit rural, ben non, hein. Les gens n'ont pas le droit. Dès que l'hydrographie a créé un droit de passage, ce droit de passage, pour nous les humains, il est inaliénable. Je travaille sur ces questions-là actuellement avec mon équipe et je peux vous dire que c'est absolument passionnant. Vas-y, tu peux avancer. Vas-y. Alors l'Arc, il nous a donné des choses quand même assez merveilleuses et le génie humain a été mis largement à contribution parce qu'il vous a créé quand même des vallées particulièrement escarpées. 400 millions d'années de déboulement d'eau clôturant la période glaciaire, ça vous crée quand même des falaises, des apics, des montagnes, la Sainte-Victoire, tout ça, ça vient de là. Mais dans l'ère moderne, il faut les franchir. Et ce qui est intéressant, en Pays d'Aix, vous avez des formes d'innovation industrielle qui sont nées grâce à l'Arc. Ensuite, grâce au barrage de Bimont, bien sûr, le lac Zola. Un peu plus haut, c'est le système Durance-Verdon. Tout ça avait été très très bien vu par les Romains qui avaient déjà créé les barrages, qui avaient tout fait. Les Romains ont créé l'hydrographie, y compris d'Aix-en-Provence, qui est une ville d'eau qui n'a jamais bu son eau. Pour les Romains, l'eau, elle vient de l'aqueduc de Mérarques. C'était un détournement déjà de la Durance. Il leur fallait une grande quantité, c'était une grosse ville pour les Romains ici. Il y avait des milliers de gens. On ne peut pas recueillir un peu d'eau comme ça. Il faut de l'industriel. Et donc, les gros ouvrages d'art, les gros aqueducs que vous avez au nord d'Aix, ce sont les anciens aqueducs romains qui commençaient à amener l'eau sur Aix à cette époque-là. Rentrons un peu plus dans la modernité. Vous êtes ici, en quelle année? Vous connaissez quand même ça. Voilà, l'aqueduc de Roquefort. Alors, il est construit quand? Hein? Non, au 19e. Mais quand? 1800, il est fini en 1868 par un jeune ingénieur de 30 balais qui s'appelait, il y a une rue célèbre à Aix, un nom imprononçable, Maillor de Montrichier. 30 ans. C'est une commande de l'épouse de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie. Pourquoi? Parce que ça. Ah merde, tiens, reviens un peu. Parce que ça, l'eau du système Durance-Verdon va être acheminée à Marseille par son passage ici. Et là, vous êtes en haut de la falaise de Roquefavot à Ventabren, et vous devez aller sur l'autre côté de la falaise. Ça vous en fait donc l'aqueduc de pierre le plus haut d'Europe. Eh oui. Et elle finit où cette eau? Elle arrive où à Marseille? Qu'est-ce qu'elle fout de la gueule? Ils vont la boire, les Marseillais. C'est ça qu'ils vont boire pendant longtemps. Elle arrive au Palais Longchamp. Et la grande fontaine du Palais Longchamp à Marseille est là pour célébrer l'arrivée de l'eau à Marseille. Attendez, il n'y avait pas de flotte, c'est Manon des Sources. Enfin, vous avez lu Pagnol, je pense, plus ou moins. La Provence, avant ça, c'est Manon des Sources. Il n'y a rien, c'est sec, ça pousse pas, c'est la partie la plus pauvre de la France, c'est le coin des Ploucs, enfin c'est horrible la Provence. Donc finalement, ça s'est émancipé depuis pas si longtemps que ça. Ça. Ah ouais, 1800 combien tu as dit? 68. Suivra le chemin de fer Paris-Lyon-Marseille
5 ans plus tard. Là, ça vaut le coup de faire une gare de train qui se trouve où? Gare Saint-Charles, juste à côté du Palais-Longchamp. Vous voyez? Donc, la question de la régulation de la géographie de la grande métropole du Sud, hein, de Marseille, dépend vraiment de l'arrivée de l'eau. Mais l'eau, elle sert aussi à nettoyer, à enlever les épidémies. Le choléra, à nettoyer les rues. Et comme il fait très chaud, évidemment, ben, les déchets de poissons, c'est une ville portuaire, c'était pas très sain tout ça. Donc vous voyez, il y a quand même derrière des conceptions d'hygiène aussi, de santé publique, c'est tout à fait normal. Les Aixois, eux, s'approvisionnent par d'autres canaux qui viennent directement par les retenues d'eau de Pérols que vous connaissez peut-être et de Rognes, hein, les grands bassins que vous avez. Et là, on est sur un entrelac de 3 ponts quand même. L'aqueduc de Roquefavour, le viaduc de train de Roquefavour, et en dessous, ici, l'autre aqueduc, le 3e, pour les bagnoles. Et quand vous irez, vous verrez. Vous direz, tiens, il avait raison. Il y en a 3, en fait. Il n'y en a pas un. Et c'est là le plus gros entrelac d'aqueduc en pierre d'Europe, là aussi. Il n'y a pas un endroit où il y en a 3 également. Là aussi, il y a ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Le Grand Torrent. Vous voyez? Bon, on est au cœur de l'Arbois, la Mérindole, hein, qui est un coin. Si vous connaissez pas, allez-y, hein, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment un truc que pas grand monde connaît. Ça s'appelle un seau. Et ça sert à quoi? Ça sert à la pêche. C'est des trucs qui ont été bâtis, là aussi, au 19e siècle, un peu début du 20e, pour faire des micro-réserves d'eau, ben, pour que les gens puissent pêcher. Bon, sauf que beaucoup d'espèces sont des espèces de remontées, comme les anguilles, par exemple. Bon, celui-là, elles peuvent le sauter. Celui-là, certaines peuvent le sauter, mais pas toutes. Non, une anguille, ça fait des sauts énormes, attention. Hein, Ouais. Donc aujourd'hui, la renaturation et le réaménagement de l'arc, c'est vraiment de reconsidérer aussi le transfert interne des espèces pour faire en sorte qu'elles puissent retrouver là aussi leur cycle biologique naturel. Là pour 20 ans. Mais il faut prendre des décisions à un certain moment. Je dirais que certaines décisions aujourd'hui vont dans le bon sens. Là, vous connaissez hein, l'arc au pont de Saint-Pons. Vous avez vu ce pont, il est magnifique. Hein, bon, je crois que tout le monde le connaît en Pays d'Aix. Alors lui, il a tout vécu, il a résisté à tout. Les grandes crues, tout. C'est un pont, vous voyez, il est trapu, il est musclé. Il est d'une résistance exceptionnelle. Ben, le problème, c'est qu'il a 350 ans. Et qu'il y a des fois 15 000 à 20 000 véhicules par jour dessus. Et que nous, on dit, dans notre association, bah, faut arrêter. Faut arrêter parce que tôt ou tard, il y aura un drame. Parce que c'est plus sa fonction aujourd'hui de mettre d'avoir des semi-remorques qui passent, d'avoir des tonnages élevés, des flux aussi importants. C'est pas sa fonction aujourd'hui. Sa fonction aujourd'hui, elle est patrimoniale, du vélo, à pied, tout ce que vous voulez. Mais il faut arrêter avec un pont industriel qui a 350 ans. D'accord? Au pire, si on arrête de l'utiliser, ils vont bâtir un neuf à côté. Oh, ben non. Le neuf, tout à fait, tu peux le faire là. Il y a des plans qui sont prévus et tout. Non. Ah non, il y a plein. Ah non, vraiment, tout est prévu. Et en plus, tu évites vraiment ce coude à Saint-Pons qui te crée des bouchons, mais jusqu'à Aiguille. Mais jusqu'à Aiguille. Du coup, est-ce que c'est souhaitable Ah non, mais Ah non, c'est pas une nouvelle route. Plutôt que ta route. Non, mais c'est même mieux. Plutôt que de faire ça, tu vas faire ça directement. Tu vas économiser. Mais non, c'est juste non, elle y est la route. Il faut mettre un pont. La route, elle y est. Elle fait ça déjà. Il faut juste mettre le pont, c'est tout. Alors ça atterre-moi depuis longtemps, je sais pas trop pourquoi. Et le relais, la bâtisse qui a été refaite d'ailleurs. Non, c'est le relais poste qui a été refait exactement. C'est lui. C'est le relais postal, ouais. C'est l'ancien relais postal, c'est l'ancienne entrée de ville marchande. Voilà, hein, pas grand public. Hein. C'était un pôle d'échange de marchandises, de passage, d'aller de stockage, etc. Et c'était pas que pour Aix, tout le Pays d'Aix, la Provence. C'est une ancienne emprise économique très importante. Et le relais de Saint-Pons, du coup, c'était quoi? Alors le relais de Saint-Pons en face, c'était un château de possédants agricoles, on va dire,
qui a ensuite été transformé en restaurant, en hôtel. Et aujourd'hui, ça appartient à un privé qui ne peut rien en faire parce que toute la zone est inondable. La moitié de la zone est classée Natura 2000. Donc, voilà, tu regardes les pierres. C'est pas un truc des agriculteurs dedans aussi? Non, c'est grillagé, c'est fermé. Hein. Non, mais en plus, c'est une affaire que je connais bien, mais bon. Voilà. Donc, le CEMAGREF, qui est le Centre d'études des forces de l'eau, est un organisme d'État qui a été créé après la guerre ici, au Tolonnais, qui préfigure l'installation du siège du canal de Provence et qui a produit des compétences, des technologies, des formations, des regroupements d'ingénieurs de niveau mondial sur l'étude des forces motrices de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, totalement intégré à des organismes comme l'INRAE, l'IRSTEA, que vous connaissez peut-être, le CEREMA, dont on parlait aussi, qui est l'ancien CT qui se trouvait au MIL, Centre d'études techniques de l'équipement. Donc attention, l'eau en Pays d'Aix, elle vous porte quand même des niveaux de compétences sur le territoire majeur, qui fait que, en 1865, s'installe à Aix les arts et métiers. Et oui. Vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est que il n'y a pas beaucoup de hasard dans l'histoire, hein, quand on regarde les choses avec du recul, mais que l'eau, elle joue quand même un rôle essentiel pour comprendre les grands aménagements, notre développement du territoire, les institutions importantes, hein, et les profils de compétences dont on est aujourd'hui toujours titulaire et héritier. Vas-y, avance. Allez, continue. Voilà. Alors ça, je vous laisserai ça évidemment, puisque vous allez garder le PowerPoint. Hein. Vous en profiterez. Mais l'arc est inspirant. Il est artistique et inspirant. En fait, tous les artistes qui se sont intéressés à la Sainte-Victoire, dont Cézanne ou Zola, se sont intéressés aussi à l'arc, aux vallées, aux forêts, et finalement à la complexité que tout ça crée. C'est vraiment l'endroit où il faut vivre. C'est vraiment ici qu'il faut vivre. Et les Romains s'étaient pas plantés. Ils ont dit, là, on va être bien. Et l'occupation romaine en Provence a duré très longtemps parce qu'ils étaient très bien. Et ils ont trouvé de l'eau thermale à Aix dont les propriétés étaient phlébologiques. C'est-à-dire pour la circulation sanguine, veineuse, etc. Et bon, il reste un tout petit morceau de ça au terme, hein, si vous connaissez. Mais c'était vraiment l'endroit où il fallait être, avec en plus des oppidums qui permettent de surveiller l'ensemble de ce qui se passe autour. Hein. L'oppidum d'Entremont, au nord d'Aix, hein, l'oppidum de Bibémus, que vous connaissez, et le troisième oppidum, celui de la Constance, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des plateaux dominants, à la fois agricoles et militaires, où vous pouvez observer tout ce qui se passe autour sur de très très longues distances. Vas-y, avance. Avance. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je brûle d'aller en plongeur intrépide, sillonner le liquide de l'arc et dans cette eau limpide, attraper les poissons que m'offre le hasard. Extrait d'une lettre de Cézanne à Zola. Avec le temps et l'évolution de l'historiographie de Cézanne, on comprend que, en réalité, Cézanne n'a pas une matrice. Voilà. Il n'a pas regardé la Sainte-Victoire, oh là là, c'est beau, non. Là, le regard cézannien est un regard très complexe, artistique bien sûr, mais anthropologique, qui se structure selon les époques de son travail et qui, en fait, et c'est là que je trouve que Cézanne est, pour moi, stimulant d'ailleurs et intéressant, c'est qu'il intègre les composantes complexes de tout un ensemble en les retravaillant artistiquement. Là, c'est les baigneurs. Regardez l'arc. Il est là. On devine, on ne devine pas. Ça se confond, ça se fusionne. Les corps, la nature, l'eau. Tout ça devient un truc qui est quasiment lié, vous voyez. Il n'a pas envie de représenter des gens qui se baignent. Alors, ils ne se baignent pas. Ils sont là. Ils sont un peu comme des Romains qui se baladent dans des thermes. Il y a un côté très contemplatif de ces corps dans l'eau, là. Vas-y, continue.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est de Cézanne aussi. C'est le pont des Trois Sautés par Cézanne. C'est une œuvre singulière parce que il a, vous le voyez, hein, sa forme triangulaire en haut, arrondi en bas. Et alors, il a fait du pont des Trois Sautés, bon, évidemment, c'est l'arc en dessous, tout le monde a compris, une sorte de lentille où on voit le monde. Il a utilisé en télescope le regard interne du pont pour nous montrer tout. Il a complètement aboli le reflet de l'arc lui-même, parce qu'il l'a mis dans tout. En fait, il en a fait une sorte de cosmogonie, dans laquelle tous les éléments se mélangent, comme un kaléidoscope. C'est une œuvre sensationnelle. Vas-y. Ah, elles sont pas habituelles du tout, Cézanne, je suis bien d'accord. Là, c'est un autre qui est pas connu en tant que grand peintre, puisque c'est Churchill. Parce que vous savez que Churchill adorait l'arc. Il adorait Aix pour son eau. Churchill est venu en thermalisme à Aix, quasiment jusqu'à sa mort. Et il adorait se mettre là, c'est le camping arc-en-ciel, vous le voyez, au sud d'Aix. Ben, si vous allez au camping arc-en-ciel, ben voilà, la maison est toujours là, c'est une ancienne tannerie d'ailleurs, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. À l'époque, on rejetait tout dans là, mais bon, là c'est fini. Et là, vous avez ben, les trucs, la promenade, la piscine est en hauteur et tout. Et Churchill, lui, il se plantait là, et il bougeait pas. Et il a peint ça plusieurs fois. Il adorait cette perspective. Est-ce qu'il connaissait le tableau de Cézanne juste avant? J'en sais strictement rien. Il n'a pas le même traitement, bien sûr. Mais je trouve intéressant de montrer comme ça que dans le temps, on se refile le motif. C'est ça qui est intéressant. On se refile le motif. Pourquoi? Parce qu'il s'use pas. Parce que là, vous êtes au cœur d'une interaction magique de l'homme avec la nature. C'est-à-dire, vous êtes au moment où la monumentalité du pont n'est pas écrasante. Elle donne à l'espace du relief et de la force. C'est la même chose que disait Cézanne tout à l'heure avec son tableau. Le pont de Saint-Pons, il est magnifique. Évidemment, on fout un pont en aluminium aujourd'hui. À quoi il sert? Il sert à nous transporter. Mais il ne peut pas être beau. On ne fait pas des ponts beaux aujourd'hui, on fait des ponts modernes, très sécurisé, le plus léger possible, robuste, c'est le rôle des ponts d'aujourd'hui. Mais hier, il y avait un métier qui a un peu disparu, c'est la taille de la pierre. Et quand vous êtes en Provence, c'est que vous savez, probablement, que le calcaire est né de l'eau, puisque c'est l'érosion en tant que telle, par l'eau, qui crée les masses calcaires et qui découpe la terre, qui crée la pierre de Rognes, par exemple, qui est une pierre de fossile, qui est une pierre d'eau à la base. Hein, vous comprenez mieux que des gens qui travaillent sur ce matériau aussi noble le font quelque part dans un côté osmotique avec la nature. Je vois d'ailleurs le grand pont qui passe au-dessus de Marseille, là-bas. C'est exactement pareil. Vas-y, continue. Oui. Ah oui, d'accord. Les malheurs continuent parce que peut-être que l'homme pollue moins aujourd'hui l'arc, c'est pas faux, mais il est en danger parce que le réchauffement climatique lui fait perdre de l'oxygène, abaisse son niveau de réserve, crée des zones mortes de temps en temps. Quand il fait très chaud, il y a des grosses mares d'un côté, puis après il n'y a rien, encore une grosse mare. Il a été 3 fois en alerte rouge l'été dernier, l'arc. Ce climatiseur s'essouffle. C'est-à-dire que son côté climatique dont je vous parlais est aujourd'hui mis en danger et donc nous menace. Si on perd de l'agriculture, du paysage, de la forêt, c'est aussi que malheureusement la pression anthropique continue à être forte. Je citais personne, je mets personne mal à l'aise, ni une ville, ni une autre, mais vous pouvez vous-même constater qu'il y a des choses qui se construisent beaucoup trop près de l'arc. Et ces choses-là, elles sont dangereuses. Vous avez beau élever d'un étage, les sous-sols vont être humides, ça va remonter par capillarité. Il y a des phénomènes de creux attendus dans les prochaines années, comme par exemple Paris, on sait qu'il y a la crue centenaire. Ah, mais nous, on peut en avoir une... Nous, après 5 jours de pluie, là, s'il pleut pendant 5 jours, comme il a plu en Ardèche il y a 2 mois, vous avez vu en Ardèche?
Si ça nous arrive ici, ce qui s'est passé en Ardèche, c'est-à-dire un épisode Cévenol, qui peut tout à fait se déporter ici, vous aurez le même résultat. Il n'y a pas un pont qui tiendra. Hein. Ah non, attention. Hein. Non, la force de l'eau, je vous l'ai dit, hein, c'est la théorie de l'entonnoir. Hein. Je vous le redis, l'arc est le débouché d'eau de ruissellement d'un territoire qui fait le tiers du département. Hein. Ça fait du volume. Vas-y, continue. Vas-y. Voilà, vas-y. Bon, ça, vous l'étudierez de près si ça vous intéresse. Hein. Vas-y, avance. On va terminer. Fleuve de caractère, la cuvette s'inclina. Vas-y. Vas-y, avance encore. Ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est la pression anthropique dont je vous ai parlé, hein, c'est-à-dire les concentrations d'activité. Bon, on va terminer par que faire. Allez, rapidement. Déjà, savoir un peu tout ça. C'est-à-dire, vous allez garder ce soir de cette présentation quelques idées, etc. Si vous y passez ou à côté un de ces affluents, vous allez dire, tiens, le type, il nous en a parlé, vous allez regarder un peu. Et puis, vous allez peut-être vous piquer au jeu. Vous allez commencer à regarder les petites bêtes, les libellules, les choses comme ça. Vous allez tomber sur des hérons cendrés. Ce sont des gros oiseaux, les hérons cendrés. Il y a quelques couples, toujours, sur l'arc. Et si vous allez vous y promener, vous allez faire attention. On jette pas, évidemment. Mais chaque fois qu'on fait, nous, une opération de ramassage de déchets avec notre équipe, on ramène des dizaines et des dizaines de kilos de tout ce qui traîne, malheureusement. Parce que, fondamentalement, s'il n'y a pas un contrôle social, un truc tombe, on ne le ramasse pas. Certains oui, d'autres non. C'est toujours pareil. Le chien qui va dans l'arc, c'est pas très bon pour l'arc. Ça remue beaucoup la vase, ça. Et puis, tous ces gens qui ont fait de l'arc un canal trop droit, c'est une erreur. Un fleuve, il est jamais droit. Il tortille naturellement. Ça, c'est un truc, moi, qui m'épate. Un fleuve tortille naturellement. C'est pour ça que je suis intéressé par les droits de nature et les droits de la nature, parce que quand même, la vie d'un fleuve et d'une rivière n'est pas un long fleuve tranquille. Il n'y a pas de long fleuve tranquille. Un long fleuve qui est très droit, ou une rivière qui est très droite, vous créez un niveau d'érosion énorme et une collecte de sédiments considérable qui va vous tuer son embouchure, remonter peu à peu et vous le détruire. Il faut qu'il sinue. Pourquoi ? En sinuant, il crée des poches de zones humides et donc de biodiversité, et en cas de crue, chaque poche se remplit, s'évacue et évite l'arrivée en crue majeure à son débouché. Où là, les effets sont catastrophiques. Il a beaucoup été modifié par l'homme. Oui, il a été beaucoup modifié par l'homme, surtout à Aix, ici. Tac, vous voyez ça ? C'est la base aérienne. Et ouais. La base aérienne, alors, ils ont fait un vrai coude comme ça pour mettre la base. L'arc, il s'est... Ah ouais, il a été tordu, l'arc. Dès qu'il pleut, voilà, ça monte. Et s'il pleut beaucoup, la base aérienne, elle a le pied dans l'eau. Là, il y a des lois de la nature qui sont toutes simples. Hein. Alors, vous mettez des digues, 50 mètres de haut de béton, 12 mètres de large, bon, ouais, il se passe plus rien, quoi. C'est peut-être pas forcément le but, mais partout où on a voulu, vous le voyez très bien ici, l'adapter à nos soi-disant besoins, on l'a amené en déstructuration. Donc la renaturation pour laquelle nous on milite aujourd'hui, c'est clairement d'avoir ce nouveau pacte entre les riverains, les utilisateurs, les passants et tout, d'usage raisonné et raisonnable de tout pour tous, bien commun, patrimoine public. Moi, j'accepte pas la conception privée de l'arc. Pour moi, quelqu'un qui est propriétaire au bord de l'arc, je suis désolé, il est responsable d'un patrimoine public. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je t'en prie. Ouais. On donne la responsabilité, on donne l'existence, on dirait, à l'arc, et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, justement, tu commences à rentrer dans des opérations de renaturation de grande ampleur, de recréer des véritables zones humides autour, qui ont été peu à peu appauvries parce que l'activité humaine s'est trop rapprochée, et tu lui permets de retrouver une nouvelle respiration, qui agit jusqu'au nuage, hein, quand même, je veux dire. L'évapotranspiration, ça, c'est un projet de long terme.
qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour donner la responsabilité, enfin pour donner la responsabilité morale à... Il faut adhérer à Arc Fleuve Vivant, ça c'est sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rejoindre, il faut rejoindre ce courant de pensée qui est pas dans l'esprit français. L'esprit français, c'est la nature, on l'emmerde, on en fait ce qu'on veut. C'est Descartes. Qu'est-ce qu'il disait Descartes? On connaît Descartes. L'homme doit agir en maître et possesseur de la nature. René Descartes. Mignon comme pensée, ça. C'est ce qu'on appelle le cartésianisme. Mais attention, la philosophie cartésienne de soumission de la nature à l'homme, s'est transférée ensuite sur celle de Hegel, l'hegelianisme, c'est-à-dire le matérialisme historique, qui est là aussi le fait qu'on peut faire absolument ce que l'on veut. Inverser cette perspective historique, c'est rentrer dans une démarche d'humilité, c'est rentrer dans une démarche de compréhension des écosystèmes, et c'est dire non, l'homme ne peut pas agir en maître et possesseur de la nature. D'autant plus que, alors on me dit aussi, tout le droit existe pour protéger la nature. On a tout ce qu'il faut. Moi, je regarde les lois sur l'eau et les institutions qui s'occupent de l'eau, il y en a 250 en France. Elles sont pas forcément d'accord, elles travaillent pas forcément ensemble, elles n'ont pas les mêmes lois qui s'appliquent à elles. Résultat, l'eau en France, elle est pourrie. Voilà, dessus, dessous, c'est pourri maintenant. Parce qu'en réalité, vous n'avez jamais eu une réelle régulation, ni un droit unifié de l'eau. Donc première chose, droit unifié de l'eau. Pourquoi le droit de l'eau de mer, il est différent du droit de l'eau de l'arc? Non mais au nom de quoi? C'est des choses comme ça que je ne comprends pas. Parce que non seulement elles sont pas logiques, mais elles vont jouer contre l'eau de l'arc et contre l'eau de la mer. C'est la même qui se transfère, je veux dire. Il y a des gens qui ont réussi à mettre des choses en place sur la partie mer et Bien sûr. c'est des lobbies, tout ça. Oui, des lobbies, bien sûr. Ça se regardez aujourd'hui la guerre qu'il y a sur les grands fonds marins et les zones internationales océaniques, où il se passe à peu près n'importe quoi. Nous, on protège nos littoraux, on fait un peu ce qu'on peut, il faut dire la vérité. Hein. Il y a des gens qui se battent quand même pour ça. Et ils font des choses. Faites 200 kilomètres en mer. Qui va aller voir quoi? Qui voit quoi ensuite? C'est fini. Vous voyez? Donc, c'est un peu pareil. Je crois qu'il faut arrêter de se cacher son petit doigt. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment de regarder tous les documents juridiques d'urbanisme, de protection de la nature, avec une seule règle qui s'applique du début à la fin. Voilà. Tout ce qui est au bord, à X dizaines de mètres, X centaines de mètres, c'était déterminé selon la taille, évidemment, des ripisylves et des rivières, doit faire partie, peut-être rester dans le patrimoine privé, mais avec des niveaux de contrôle qui soient ceux d'un bien commun et d'un bien public. Ah ben juridiquement, on a les outils. Ça s'appelle l'ENJ, entité naturelle juridique. Non mais là, de toute façon, on a fini. Entité naturelle juridique, c'est aujourd'hui nos amis corses et nos amis de Nouvelle-Calédonie qui ont ouvert la voie. En Corse, Tavignanou, petit fleuve du haut de la Corse, très très attaqué par certains pollueurs, on va dire. Bon, je vais pas rentrer dans le folklore corse, hein, mais multiplication de décharges et tout, la population s'est quand même assez révoltée. Non mais vraiment, hein, non mais les Corses, ceci dit, il faut quand même, ils se sont fait bien entendre. Le Parlement de Corse, les autorités territoriales de Corse, tout le monde a dit, ils ont raison, Tavignanou, maintenant, il est protégé. Et le Tavignanou est la première entité naturelle juridique qui est née en France. En haut de la Corse, hein. C'est quand même intéressant. Deuxième entité naturelle juridique née en France, certains types, j'ai oublié le nom de l'espèce, de requins et de tortues des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez? Ouvéa, Lifou, Marais, vous les voyez? C'est les 3 îles qui sont à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Et là, vous avez un rapport, moi, qui m'intéresse en termes d'anthropologie, parce que je dois m'intéresser aussi maintenant avec tout ça en anthropologie, parce que on fait quand même partie d'un territoire, donc quelque part on est les habitants, donc on est tenu aussi par des coutumes, de la mémoire, des traditions, des idées, des valeurs. Et en réalité, les peuples kanaks de Nouvelle-Calédonie ont fait valoir l'importance de développer un niveau de protection suprême de ces espèces animales au nom de leur tradition. Et ils ont gagné. Là aussi auprès des parlements locaux de l'autorité calédonienne.
Quand tout ça revient à Paris, pour Itavignano, comme pour nos tortues, non, on veut pas. Voilà. La France résiste encore à reconnaître que dans une conception rénovée de l'anthropologie, de la place de l'homme par rapport au vivant, il y a un deuil à faire qui est clair. C'est qu'on n'est pas au-dessus, on n'est pas forcément en dessous, on est peut-être égal, mais il faut redéfinir cette conception. Et là, la France, juste je finis, est très, très, très en retard maintenant par rapport à l'Espagne. Parce que pour l'Espagnol, l'eau a toujours été de l'or. Vas-y, je t'en prie. Et du coup, c'est quoi le principal frein? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer depuis un moment, quoi. Mais ça veut pas, c'est tout. Mais ça ne veut. Je viens de te les dire, les raisons. C'est qu'on, notre pays, ses institutions, son administration, l'État, considèrent qu'il est le propriétaire de la nature et qu'il en fera ce qu'il veut. Mais ils sont en train de reprendre des exploitations minières à des endroits où c'est fini depuis 100 ans, contre l'avis de toutes les populations. Oh, oui, non, non, là, on n'est pas sur ça. On est sur les intérêts de l'État, c'est tout. L'État ne veut pas reconnaître qu'il y a une espèce animale qu'il y est égal, en gros, voilà. Ou ne veut pas mettre au rang de personnalité juridique un fleuve. Non. Mais c'est pas pour vous protéger à vous, hein. C'est pour se protéger à lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, la plupart des pays du monde sont en train de faire la Bolivie. La Bolivie, excusez-moi, c'est un pays qui a changé toute sa constitution par rapport à ce que je suis en train de vous dire. La Bolivie, bon. Les Hongrois, bon. Par contre, ils se sont battus pour protéger un fleuve, ils ont réussi. C'est devenu une entité naturelle juridique. Vas-y, je t'en prie. Alors, d'après la présentation, j'ai réussi à caractériser un seul usage, notamment des entreprises. Mm-hmm. Là, j'ai pas réussi à caractériser les usages qu'en font par exemple les particuliers. Et j'en déduis que les travaux qu'on doit mener aujourd'hui sont plutôt à l'endroit justement des entreprises. C'est bien cela? C'est un peu tout le monde en fait. Non, tu as raison. L'idée, c'est, il faut faire du 360 dans cette affaire. C'est-à-dire un promeneur du dimanche au bord de l'Arc, il n'est pas mal intentionné. Bon, mais il doit faire attention. C'est des espaces fragiles. Une entreprise qui est pas loin de l'Arc, elle doit faire attention. Pourquoi? Parce que si vous avez un grand Mistral, tout ce qui vole, ça finit dans l'Arc. Et un agriculteur, pareil. Nous, on récupère, quand on fait nos opérations de ramassage de déchets, on récupère des plastiques agricoles qui ont 50 ans, qui n'ont jamais été enlevés, qui se sont effrités, il y a des morceaux partout dans les arbres et tout. Allez voir les tortillons de plastique autour des arbres de l'Arc. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, il faut, en fait, tu as raison, Arsène, il faut questionner. Dès que tu n'es pas loin, dès que tu approches, tu dois te mettre en situation de réfléchir. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, j'avais deux remarques et questions. Alors, une remarque, c'est que, a priori, il faut être une communauté autonome pour gestion de nos agricultures. Mais tu as tout à fait raison. Mais tu as tout à fait raison. C'est dans les deux cas. S'il y a le droit et l'anthropologie, ils sont pas loin. Je suis d'accord avec toi. Et la politique aussi. Ouais. Mais le dernier sommet mondial de la biodiversité a eu pour paradigme, effectivement, tout un travail mondial sur communauté autochtone et droits du vivant, qui était animé par un de nos administrateurs de l'Arc Fleuve Vivant, qui est Victor David, qui est le patron en France à l'Institut de recherche l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, qui est le patron de ces questions-là et qui est aujourd'hui l'autorité internationale sur ce sujet. Donc, dans notre association, on a des compétences scientifiques, on a des microbiologistes, on a des juristes, on a des gens qui font de la recherche appliquée sur ces questions-là, on a des urbanistes et des architectes, et on arrive ainsi à produire une pensée, on va dire, un peu globale, hein, qui peut nous permettre de mieux cerner vers quoi il faut aller, mais on n'est pas donneur de leçons, on est un peu lanceur d'alerte, un peu donneur de leçons. On essaye surtout d'expliquer que là, on rentre dans des années difficiles maintenant. Voilà, enfin, vous l'avez vu, quoi, vous le savez. Hein. On rentre dans des années de plomb. On a des choix à faire qui sont importants, je dis pas radicaux, mais qui vont être difficiles.
s'intéresser à la protection du vivant, c'est s'intéresser à votre vie, à votre santé, à la santé de vos gosses, de vos parents, enfin de vous tous, pour les gens que vous aimez, quoi. Je veux dire, c'est tout simplement ça. Et ça percute pas encore. Ça met du mal à avancer. La France est le premier pays européen pour les ventes Shein et Temu. Ouais, mais attendez, moi je peux aller loin sur des trucs comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, mais la France, elle est gentille, mais il y a ce que les gens disent et ce qu'ils font, d'accord ? 7 millions de fringues vendues en France par jour. J'ai pas compris ce chiffre. Non, mais j'ai mis du temps à comprendre ce chiffre, parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 10 dans le pays qui achète une fringue par jour. On est 70 millions. 7 millions de fringues vendues par jour dans ce pays. Il faut méditer ce chiffre. Ça écrase l'Italie, l'Espagne, le Portugal. C'est 10 fois l'Allemagne, je crois. Enfin, c'est une folie, quoi. On est rentré dans un rapport à la consommation, les Français, pour moi, qui pose problème. Je vous le dis, hein, non, ça pose vraiment problème. Notre manière de fonctionner, notre mode de vie, pose de gros problèmes et va nous asphyxier. Voilà, c'est dit. Et on va asphyxier tout ce qui est autour aussi. Et cette espèce de... On est dans une folie consumériste. C'est-à-dire que faut pas écouter ce qui se dit à la télé. Non, moi je fais attention. C'est complètement fou. D'accord ? Là, l'essence baisse, les gens en achètent plus et roulent plus. Mécanique, mathématique. Si demain vous baissez de 50% le prix des clopes, vous aurez 50% de fumeurs en plus. Mathématique. Non. Non, vous voyez ce que je veux dire. Donc attention, on est dans un moment de civilisation où manifestement on a une difficulté à opérer certains choix. Moi, je le redis, je ne suis pas donneur de leçons. La seule chose que je dis, c'est je fais partie des milliers, des millions de gens sur Terre qui disent attention. Il faut qu'on essaye d'orienter un peu mieux le gouvernail, là, parce qu'on va aller dans le mur. Et après, il ne faudra pas dire c'est la faute au voisin. Par rapport à la protection du fleuve et tout ce qui l'entoure, c'est vrai que d'instinct, je me suis dit que sur des fleuves majeurs en France, il y aurait des zones protégées. Je ne sais pas, je m'étais imaginé peut-être que le littoral, ça me paraissait évident que ce soit un peu comme une zone verte protégée. Non, mais ça, tout à l'heure on en parlait, tu n'étais peut-être pas arrivé. C'est les fleuves comme le Rhône, la Loire et tout, sont des fleuves navigables. C'est des fleuves d'État. C'est-à-dire que eux, même si tu es voisin, tu possèdes rien. Là, ça s'appelle les fleuves côtiers, ça, tu vois.